leader de la guerre des bourses. Non seulement elle représentait une injustice flagrante envers les Noirs, mais en plus elle entravait l'évolution de l'humanité elle-même. Le révérend Henry Smith présenta ensuite la théorie selon laquelle Adam aurait été noir et les Africains, après le déluge, auraient engendré la civilisation humaine. Il cita plusieurs auteurs anciens, Homère, Hérodote, Pline l'Ancien. L'Éthiopie, selon lui, engendra la civilisation égyptienne, inspirant elle-même largement les Grecs. Il prédit à l'Afrique noire un avenir glorieux grâce à l'union de tous les Noirs. Tous devaient œuvrer ensemble des couleurs de peau les plus claires aux plus foncées. Donc, cette intervention du révérend Henry Smith introduisit dans la conférence le thème de l'origine africaine, noire, de la civilisation éthiopienne et de la civilisation égyptienne. Donc, c'est à partir de là que le débat prit une autre tournure. Et donc, on peut dire qu'au cours de ce congrès, à la fin des travaux et après la lecture des messages, notamment, il est apparu qu'il y avait des recommandations. Et je dois dire que parmi une des recommandations les plus essentielles, il y avait la nécessité pour tous les Noirs et de l'association panafricaine qui ont participé au premier congrès panafricain de 1900, parce qu'il y a un article célèbre intitulé « Revival of Panafricanisme ». C'est la première fois que le mot panafricanisme apparaît. Il y avait panafricain, mais le mot panafricanisme apparaît le 22 septembre 1945. Donc, ce que nous voulons dire simplement, c'est que jusque-là, jusqu'en 1945, on parlait encore de panafricain. Voilà. Dans le rapport, il est stipulé, et c'est un point extrêmement important, que les participants doivent, dans toute la mesure du possible, faire en sorte que les populations dont ils étaient les représentants puissent étudier de façon minutieuse l'histoire de la civilisation éthiopienne et de la civilisation égyptienne auxquelles on devait le génie du peuple noir. Voilà un peu le résumé qu'il est permis de faire à ce stade de cet événement très très important. Et à partir de là, on se rend compte désormais que l'organisation du mouvement panafricaniste avait abouti à ce qu'on peut appeler maintenant une institutionnalisation. Le mouvement venait de s'instituer. On parlait de ça, Ayele Bekeri et d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le seul État souverain qui n'ait pas été colonisé. Donc, chacun connaît, et le Oruno Denis Lara en parle longuement, les péripéties de la bataille d'Adoua. C'est au cours de cette bataille que Ménélique II, empereur extrêmement puissant, s'il en fut, a infligé une défaite mémorable à l'Italie. Donc, c'est dans ce cadre justement que les Européens se sont un peu focalisés sur l'Éthiopie de manière à coloniser absolument ce pays pour humilier la race noire. Et donc, le mouvement panafricaniste a eu pour ambition de défendre par tous les moyens le territoire, l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Et c'est à partir de là que certaines publications ont vu le jour, notamment ce qu'on appelle la revue L'Étoile africaine, qui était l'organe de l'œuvre de relèvement social des Noirs. Et à partir de 1906, Benito Sylvain énumère les personnalités qui ont protégé l'œuvre. Au premier rang, il y a bien sûr l'empereur Ménélique II, roi des rois d'Éthiopie, dont lui-même était conseiller et aussi aide de camp au plan militaire. Il se murmure qu'il aurait d'ailleurs conçu un plan stratégique militaire pour empêcher l'invasion de l'Éthiopie. Donc, il est devenu même éthiopien. Hein. Je crois qu'il a acquis la citoyenneté éthiopienne par la diligence de l'empereur. Donc, Benito Sylvain s'est dépensé sans compter dans une tournée en Europe de 1905 à 1906 pour essayer de rencontrer les personnalités afin de favoriser un dialogue entre les colons et les colonisés pour que ceux-ci puissent faire valoir leurs droits. Donc,
Pour lui, ce qui est important, c'est d'abord de combiner l'action diplomatique parce qu'il a compris que nous étions effectivement affaiblis. Et donc, le problème important, c'est de mettre au point une stratégie commune diplomatique. Parce que quand on a des difficultés au plan militaire, le temps de s'organiser, il faut quand même mettre au point un certain nombre de stratégies. C'est dans ce cadre qu'effectivement, il s'est adressé à certains colonisateurs qui ont commis beaucoup de crimes, justement, contre le peuple noir. Et ces textes se trouvent à la page 340, 341 et 342 et suivante. Donc, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que l'association a eu à examiner deux questions fondamentales relatives d'une part à l'action des Noirs émancipés d'Amérique dans la politique des puissances coloniales en Afrique, dont il s'agissait de créer une sorte de lobby pour empêcher les Britanniques, les Français, etc., d'avoir les coudées franches et de se livrer à des atrocités sur les sujets de ces pays. Et deuxièmement, il fallait que cette association puisse aussi s'organiser économiquement pour permettre à ces Noirs-là de faire des études sur le continent africain et pour avoir aussi les moyens de s'émanciper. Donc, le texte le plus important que chacun peut consulter, ce texte, c'est le fameux rapport de Benito Sylvain, le rapport concernant la conférence panafricaine de 1900. C'est le journal La Fraternité, le premier qui a été dirigé par un Noir à Paris, qui, avec la collaboration d'un certain nombre de personnalités, dont Anténor Firmin, le sénateur Isaac, le député Gerville Riache, Jean S., Edmond Thiaudière, Léon Audin, Wessner Menos, Emmanuel de Essars, Derville, Charles Pierre, Marc Legrand et Paul Vilbert. C'est ce journal qui fut chargé de publier les grandes lignes de ce rapport de Benito Sylvain. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est permis de rapporter disons, trois grands points, les acquis de ce rapport. Donc d'abord, il fut admis que les Africains du continent doivent progressivement aller vers une autonomie. Et à la suite de l'autonomie, ils doivent gérer les affaires de leur propre territoire. C'était une façon d'annoncer l'indépendance sans vraiment l'annoncer. Mais le point le plus important, c'est une fois que tous ces pays ont géré leur propre autonomie, il fallait que ces pays-là se mettent ensemble dans le cadre d'une grande fédération. Donc l'idée du panafricanisme débouchait ainsi pour la première fois sur l'idée d'une fédération politique. Parce que jusque-là, il y avait des solidarités, des luttes, l'instruction, la santé, mais on ne parlait pas directement d'une fédération politique. Mais jusqu'ici, il a été mentionné, je crois stratégiquement, que cette fédération devait avoir des relations avec les puissances coloniales tutélaires pour éviter une guerre. Donc, jusque-là, la stratégie de l'affrontement direct n'était pas acquise. Elle le sera dans l'extrait de My Life and Work, The Pan-African Conference, donné par Alexander Walters, qui, d'après moi, est à l'origine même du terme panafricanisme. Ce texte se trouve, évidemment, parce que c'est un peu un texte à connotation autobiographique, à la page 351 et 352 du document. Il se termine à la page 353. Nous sommes dans les annexes. Parmi les annexes aussi, il y a les résolutions pour protéger l'Éthiopie en cas de guerre. Et les Africains américains et aussi les Jamaïcains ont dit qu'ils étaient prêts à mobiliser 200 000 personnes pour défendre le territoire de l'Éthiopie en cas d'agression. Donc on voit bien que ce n'était pas seulement une mobilisation, une solidarité verbale, mais il y avait une réelle mobilisation pour empêcher toute invasion de ce pays-là. Donc, conclusion, l'Éthiopie jouait un rôle stratégique et la suite des événements le prouvera à travers l'invasion par l'axe fasciste, les puissants fascistes, notamment
Hitler et Mussolini. Nous avons suffisamment insisté à ce sujet sur le live de Kumba Ndumbe 3 concernant Hitler et ses convoitises sur l'Afrique pour qu'il faille y revenir dans le cas qui est le nôtre. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles le mouvement panafricaniste considérait la défense de l'Éthiopie comme un des axes stratégiques et un des objectifs primordiaux de l'ensemble du mouvement. 7e question. Quelle est la thèse centrale défendue dans l'ouvrage par l'auteur et quelles sont les principales thématiques qui y sont développées, Serge Kovi? Il est évident que Oruno Denis Lara, dans son ouvrage, insiste sur plusieurs points. Mais la thèse centrale est que le panafricanisme contemporain est né de la conjonction des luttes anti-esclavagistes et anticolonialistes menées d'une part par les peuples qui vivaient l'esclavage, notamment le peuple du Brésil à travers le Quilombo de Palmarès, le peuple d'Haïti à travers la révolution victorieuse de Saint-Domingue depuis la bataille de Vertières, et puis les mouvements des nègres libres, parmi lesquels il y avait les nègres qui étaient en mission d'évangélisation, mais surtout les nègres émancipés et éclairés qui avaient fait une étude attentive de toute l'histoire du mouvement panafricaniste et qui étaient donc en capacité à partir de ce moment-là d'aller réaliser sur le continent africain lui-même le projet d'émancipation des peuples autochtones d'Afrique. Donc ça veut dire que pour lui, l'ouvrage devait partir des racines caribéennes, des racines américaines et bien sûr des racines africaines du mouvement panafricaniste au XIXe siècle pour mieux éclairer l'évolution des peuples africains actuels depuis le congrès de Manchester, c'est-à-dire le congrès qui a vu l'éclosion du leadership du docteur Kwame Nkrumah associé au docteur George Padmore, n'est-ce pas? Et aussi jusqu'à ce qu'on peut appeler la conférence constitutive de l'Organisation de l'Unité africaine qui aura lieu bien plus tard après l'indépendance du Ghana en 1957, c'est-à-dire en 1963 à Addis Abeba, où l'empereur Haïlé Sélassié a reçu tous les délégués pour essayer de mettre sur pied une organisation unitaire à partir des idées qui avaient germé déjà depuis le congrès de 1900. Et à partir de là, il y a eu un affrontement dans la salle célèbre qu'on appelle Africa Hall à Addis Abeba. Et nous avons déjà également abordé ces questions-là par ricochet au cours de nos lives précédents et nous ne pouvons que tirer maintenant les conclusions qui s'imposent. 8e question. En quoi les sectes mystiques et religieuses adeptes du syncrétisme ont-elles retardé la montée en puissance du mouvement panafricaniste? Page 91 du tome 1 de Godwin Tété. Oui, ce qui est sûr, c'est que je renvoie au volume 1 de l'ouvrage de Tété Godwin, mais il y a quand même, un certain nombre de sectes. Bon, on les appelle sectes de façon un peu caricaturale, mais l'idée, c'est que pour ces groupes-là, la solution au problème des Noirs ne peut pas être une solution politique ou une solution économique, militaire, mais une solution qui émanerait de Dieu, c'est-à-dire d'une intervention divine. Parce que ces groupes considèrent, à tort ou à raison, que les rapports de force sont extrêmement défavorables aux Noirs sur Terre. Et donc, c'est une façon également de se détourner des enjeux du présent, des enjeux de la lutte pour la conquête des droits. Et cette lutte-là ne peut pas avoir une solution uniquement
mystique. Elle doit nécessairement être prolongée par des stratégies menées à partir de certaines stratégies qui ne peuvent être que des stratégies, disons, des hommes eux-mêmes qui opèrent à partir d'organisations efficientes, d'organisations rigoureuses, d'organisations bien dotées et spécialisées à cet effet. Donc, il y a beaucoup de groupes sectaires évangélistes qui ont tout fait pour retarder cette échéance. Il y a aussi des groupes musulmans qu'on appelle Charles Maurice, les morts, les Mauriches, n'est-ce pas? Il y a des groupes juifs surtout qui étaient extrêmement puissants, qu'on appelle Black Jews, les juifs noirs. Donc tous ces groupes-là se sont un peu ligués contre le panafricanisme et ont retardé dans une très large mesure la prise de conscience et la montée en puissance du mouvement. Ce qu'il est permis de dire au terme de cette réponse, c'est que le mouvement panafricaniste avait plusieurs courants, et que certains révérends, bien que adeptes du message de Jésus-Christ, n'en étaient pas moins des alliés sur le plan politique. Mais d'autres groupes refusaient radicalement toute collaboration. C'était le cas de certains mouvements noirs qui se réclamaient de l'islam à travers les morts, mais aussi de mouvements juifs qui, eux, n'attendaient pas un dénouement sur terre de la condition des Noirs. Pour eux, c'est l'attente du Messie qui seul permettra de trancher et de faire en sorte que les Noirs puissent retrouver un jour leur dignité sur la terre d'Amérique, sur la terre d'Afrique ou ailleurs. Donc, il y a deux clivages. Il y a d'abord ceux qui pensent qu'il n'y a pas de solution terrestre au problème des Noirs, de solution politique, de solution économique, militaire, et ceux qui pensent que des solutions peuvent exister, mais uniquement pour améliorer la condition sociale, mais en aucun cas pour faire en sorte que les Noirs jouissent d'un État. Parce que ce qui est important, c'est tout simplement l'intervention divine, et cela ne peut pas se faire sur terre, mais dans l'au-delà. Donc voilà en quoi ces sectes mystiques et religieuses, adeptes du syncrétisme, ont affaibli et aussi retardé la montée en puissance du mouvement panafricaniste lui-même. Vous pouvez vous reporter à la page 91 ou plus de détails du tome 1 de l'ouvrage de Godwin Tetevi Tete consacré à Marcus Garvey. Merci Kovi. 9e question. Du congrès panafricain de 1945 au sommet de l'OUA de 1963 à Addis Abeba, quel est le bilan global du panafricanisme? Je rappelle que ce qui s'est passé en 1945 à Addis Abeba relève de ce qu'on appelle la stratégie de lutte politique pour la libération et l'unification de l'Afrique. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et il ne faut pas sous-estimer le rôle joué personnellement par George Padmore dans l'orientation, justement, claire des objectifs du congrès, du grand sommet constitutif de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Les délégués étaient invités par l'empereur Haïlé Sélassié en 1963 et le débat a porté sur 4 points. Premièrement, il fallait d'abord que les pays africains se mettent en ordre de bataille pour conquérir l'indépendance nationale de chaque État. Kwame Nkrumah résume cette direction claire par la formule: premièrement, il faut gagner le royaume politique. Après, tout le reste va suivre par surcroît. Le deuxième objectif, c'était de créer les conditions d'une lutte contre le néocolonialisme, c'est-à-dire d'une acquisition de la souveraineté économique
militaires des pays qui ont été plus ou moins engagés dans le processus de la décolonisation. Le troisième objectif, c'était de mettre en place des institutions pérennes pour pouvoir créer les conditions d'une genèse d'un État multicontinental, d'un État multinational, supranational. Et cet État ne pouvait être que les États-Unis d'Afrique. Dernier point, il fallait ensuite, à partir de la création des États-Unis d'Afrique, faire en sorte que les peuples noirs des Amériques, de la Caraïbe, du monde entier, puissent être protégés par les États-Unis d'Afrique. Protégés, c'est-à-dire que leur intégrité physique, leur intégrité morale, leur bien ne soient pas atteints. Donc, c'est dans ce cadre que les débats ont eu lieu. Il y avait deux groupes qui s'affrontaient nettement. Il y avait le groupe de Casablanca, qui était composé, et c'est ça qui était un peu spécial, des Arabes aussi. Donc, il y avait le roi du Maroc, il y avait Nasser, dirigeant de l'Égypte, et d'autres dirigeants, mais il y avait une majorité d'États d'Afrique noire qui, effectivement, faisaient partie de ce groupe. Le leadership de ce groupe était assuré par Kwame Nkrumah. Il y avait le groupe de Monrovia, qui était donc un groupe qui était structuré autour d'une initiative de l'ancien président William Tolbert. Et effectivement, le leadership de ce groupe était assuré par Sylvanus Olympio et aussi, il faut bien le dire, Houphouët-Boigny. Donc, les débats ont été précédés de communication, en fait, de discours introductifs. Et le discours le plus emblématique, celui qui restera dans l'histoire comme le discours le plus célèbre, ce fut le discours de Kwame Nkrumah, intitulé « Africa must unite ». L'Afrique doit s'unir. C'est devenu d'ailleurs un ouvrage, et dans la mesure où cet ouvrage existe ici, à la librairie de Taméry, nous pensons que le moment venu, lorsque nous ferons le live, nous entrerons dans les détails. Voilà. Mais l'idée fondamentale développée par Nkrumah, c'est que le continent africain était morcelé et que cette balkanisation était la conséquence de la conférence coloniale de Berlin de 1884 à 1885. À partir de ce moment-là, Nkrumah estime que les puissances coloniales et leurs alliés africains sur le continent avaient tout intérêt à ce que, justement, la balkanisation perdure. Parce que seule une Afrique divisée pouvait être occupée, exploitée économiquement, occupée militairement et aussi, pourquoi ne pas le dire, utilisée dans des stratégies diplomatiques au sein des grandes instances de représentation, comme par exemple l'Organisation des Nations Unies qui a succédé à la Société des Nations. C'est dans ce contexte que, pour Nkrumah, il fallait d'abord que chaque pays africain acquiert une indépendance réelle, une indépendance totale, une indépendance économique. Mais Nkrumah savait que certaines puissances comme la France, le Portugal, préparaient une indépendance dans l'interdépendance, ce qu'on a appelé aussi une indépendance interdépendante qui allait sceller et pérenniser le néocolonialisme sur toute l'étendue du territoire africain. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est impossible de mener une lutte d'indépendance sans éradiquer le néocolonialisme et l'impérialisme. C'est dans ce cadre que son discours avait une haute portée stratégique parce que, pour Nkrumah, on ne pouvait pas mettre en place une indépendance économique, une indépendance totale, une indépendance réelle, sans certaines institutions, qu'il me soit permis d'en énumérer 5. D'abord, une armée panafricaine de libération du continent.
cette armée, d'après lui, devait avoir pour rôle de protéger les États africains qui sont sortis de la colonisation et de créer ce qu'on appelle un réflexe d'une armée patriotique, une armée libre, une armée faite de citoyens et non pas une simple soldatesque qui réprime le peuple. Deuxièmement, il fallait une banque centrale panafricaine, une banque qui allait frapper une monnaie commune africaine, une monnaie commune à toute l'Afrique. Et cette banque centrale devait justement remplacer les banques coloniales et leurs succursales que les colons voulaient mettre sur pied. Troisièmement, il fallait une diplomatie commune, c'est-à-dire une sorte de super ministère des affaires étrangères panafricaines, de manière à défendre ensemble les intérêts du continent dans les grandes institutions internationales et face aux grandes puissances. Ensuite, pour Nkrumah, il fallait une grande université panafricaine pour avoir un système éducatif commun qui allait former des cadres panafricanistes qui ensuite vont prendre le relais et gérer l'État qu'on veut mettre sur pied. Ensuite, pour Nkrumah, il fallait également ce qu'il appelle un centre culturel mondial panafricain, de manière à mettre les arts, la culture, les lettres et tout ça au service de l'émancipation et de l'unification du continent. Donc, je renvoie à son discours, mais le point le plus important que Nkrumah aborde, c'est celui de l'industrialisation du continent africain. La création d'industries lourdes et la fin du monopole des multinationales étrangères dont il a égrené la liste non exhaustive dans son ouvrage, qui est un ouvrage visionnaire, un ouvrage exceptionnel que chaque Africain devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et puis, un point très important, Nkrumah considère que les États-Unis d'Afrique ne sont pas l'étape finale, n'est-ce pas, de notre combat, mais qu'il faut aller plus loin en mettant en place une sorte de congrès mondial panafricain pour protéger les Africains de toute forme de domination qu'ils avaient subie jusque-là. Et c'est à partir de là que Nkrumah insiste que la création des États-Unis d'Afrique doit se situer dans la suite des grands temps forts de la tentative d'unification du continent. Et c'est ainsi que, à la page 160 et 161 de son ouvrage, je ne résiste pas au plaisir de lire l'ouvrage en question, qui est en fait le développement de son discours de 1963 à Addis Abeba. Il écrit ceci. L'expression panafricanisme était inconnue avant le début du XXe siècle, au moment où Henry Sylvester Williams, de l'île de la Trinité, et William Edward Burger Dabage, des États-Unis d'Amérique, tous deux descendants d'Africains, l'employèrent lors de plusieurs congrès panafricains auxquels assistèrent surtout des savants américains d'origine africaine. Une contribution notable au nationalisme africain et au panafricanisme fut le mouvement extraordinaire de retour à l'Afrique de Marcus Garvey. Le premier congrès panafricain fut tenu à Paris en 1919, tandis que la conférence de la paix était en séance. Clemenceau, alors Premier ministre, répondit quand on lui demanda ce qu'il pensait de ce congrès. Ne lui faites pas de publicité, mais allez de l'avant. Sa réaction était assez typique de celle des Européens de l'époque. L'idée même d'un panafricanisme était si étrange qu'elle semblait irréelle, bien qu'en même temps peut-être dangereuse. Il y avait 57 représentants de plusieurs colonies africaines, ainsi que des États-Unis et des Antilles. Ils votèrent diverses motions, dont rien, il est vrai, ne sortit. Par exemple, ils proposèrent que les alliés et les puissances associées établissent un code de loi en vue de la protection internationale des natifs d'Afrique. Le second congrès panafricain se tint à Londres en 1921. Le gouvernement anglais était sinon sympathisant, du moins tolérant, et il eut 113 délégués. Bien que loin de représenter vraiment l'opinion africaine, ce congrès fit faire quelques progrès car il posa au monde pour la première fois le problème de l'indépendance d'Afrique. Dans une déclaration au monde rédigée après la séance de clôture, il fut dit notamment que, je cite, « l'égalité absolue des races
égalité physique, politique et sociale est la pierre angulaire du monde et du progrès de l'humanité. Ces gens se souciaient plus du progrès social que du progrès politique, n'ayant pas encore reconnu que le second est la condition sine qua non du premier. 2 ans plus tard, en 1923, un 3e congrès panafricain se tint à Londres. L'une de ces résolutions demandait pour les Africains une voix dans leur propre gouvernement et une autre, le droit d'accéder à la terre et à ses ressources. Ainsi, on commençait à comprendre l'aspect politique de la justice sociale. Mais malgré le travail de Du Bois et d'autres, les progrès furent lents. Le mouvement manquait d'argent et de membres. Les délégués étaient des idéalistes plus que des hommes d'action. Néanmoins, il fit une certaine publicité et pour la première fois, les Africains d'origine et d'habitat firent la précieuse expérience du travail en commun avec leurs frères venus de la diaspora. Un 4e congrès panafricain eut lieu à New York en 1927 avec 208 délégués, mais ensuite le mouvement parut reculer pour un temps. En 1937 se créa une organisation qui n'était pas un parti, l'International African Service Bureau, prédécesseur de la Fédération panafricaine, section anglaise du Pan African Congress Movement. Son but était de défendre le bien-être et l'unité des Africains et des personnes d'origine africaine dans le monde entier et de promouvoir la coopération entre les peuples africains et les peuples qui partagent leurs aspirations humanistes. Le panafricanisme et le nationalisme africain reçurent alors une expression véritablement concrète quand le 5e congrès panafricain se réunit à Manchester en 1945. Pour la première fois, on insista sur la nécessité de mouvements bien organisés et fermement unis comme condition du succès de la lutte pour la libération nationale et l'unification de l'Afrique. Ce congrès rassembla plus de 200 délégués du monde entier. George Padmore et moi-même étions secrétaires du comité d'organisation qui dressa les plans du congrès et nous fûmes ravis des résultats de notre travail. Voici l'une des déclarations adressées aux puissances impérialistes et affirmant fermement la détermination des peuples colonisés à être libres. Je cite, « Le 5e congrès panafricain invite les intellectuels et les travailleurs des colonies à prendre conscience de leurs responsabilités. La longue nuit est désormais achevée en luttant pour les droits syndicaux, le droit de former des coopératives, la liberté de la presse, d'assembler, de réunion, de démonstration et de grève, d'imprimer et de lire la littérature nécessaire à l'instruction des masses. Vous utiliserez les seuls moyens que vous avez de conquérir et de préserver vos libertés fondamentales. De nos jours, il n'y a qu'une seule façon d'agir efficacement, c'est l'organisation des masses en vue de la conquête du pouvoir politique. On tomba d'accord sur un programme d'action. Fondamentalement, ce programme était centré sur l'exigence de changements constitutionnels impliquant y compris l'usage du suffrage universel. La méthode employée devait être la technique gandhiste de la non-coopération non violente, autrement dit, le refus de travailler et le boycott économique. L'insistance devait varier d'un territoire à l'autre en fonction des circonstances. Le but essentiel était identique, l'indépendance nationale menant à l'unité africaine. L'objectif limité était la perspective la plus large, et etc., etc. Voilà. Donc, on voit bien que pour Nkrumah, qui était secrétaire du Congrès panafricain avec Padmore, l'objectif était l'indépendance nationale et l'unité africaine. Mais cette unité, comme il l'a dit en 1963 à la tribune du sommet constitutif de l'Organisation de l'Unité africaine, ne pouvait pas être la fin des fins du combat, puisqu'il restait des peuples africains qui étaient dominés un peu partout, aux États-Unis, dans la Caraïbe, etc. C'est pour cela qu'il fallait mettre sur pied un congrès mondial panafricain qui s'appuierait sur la puissance des États-Unis d'Afrique pour faire valoir les droits de tous les Noirs partout où ils se trouvent dans le monde, y compris en Asie. C'est dans ce cadre maintenant que des oppositions se sont cristallisées, notamment de la part des francophones. Et le discours le plus pathétique était celui de Félix Houphouët-Boigny, qui, à cette occasion, a montré qu'il était un traître notoire aux intérêts fondamentaux de la race noire et de l'Afrique. Ceux qui présentent Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui comme un des pères fondateurs de l'indépendance, manifestement n'ont pas lu son discours en 1963 à Addis Abeba. Mais dans l'opprobre de la trahison, il était accompagné par le président du Gabon, Léon Mba, qui a même dit que
jamais un Gabonais ne pourra se séparer de la France et que le drapeau du Gabon, normalement, ça devait être le drapeau de la France, mais que c'est De Gaulle qui a refusé. Sinon, lui, il était prêt à garder le drapeau de la France. Il y a aussi Maurice Yameogo, celui qu'on appelait Papa Maurice, qui a tenu des propos analogues, sans compter d'autres personnes, Hubert Maga du Dahomey et d'autres pays comme ça. Mais Nkrumah a été desservi par sa rivalité avec Olympio. Hein, parce que Olympio faisait partie du groupe de Monrovia. Tout ceci, c'était avant l'assassinat par la France de Sylvanus Olympio. Celui qui l'a assassiné, c'est son propre aide de camp qui s'occupait des troupes qui le protégeaient, le commandant français Métrier, qui avait commis des atrocités au Cameroun avant d'arriver. Et d'ailleurs, si le dirigeant camerounais Rouben Ouniobe n'avait pas été assassiné, hein, certainement il aurait fait partie de ceux qui ont appuyé l'initiative du président Nkrumah. Parmi ceux qui ont appuyé l'initiative de Nkrumah, il y a effectivement Julius Nyerere, il y a Modibo Keïta, il y a Ahmed Sékou Touré et il y a quelques autres dirigeants anglophones. Donc, tous ces gens-là, Milton Obote et d'autres, ils voulaient absolument qu'on sorte de la salle avec des résolutions fermes mettant en place les institutions pérennes. Au lieu de cela, c'est le groupe dirigé par Houphouët-Boigny qui a fini par obtenir un certain nombre de principes intégrés dans la charte, notamment le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et donc, finalement, c'est pour cela que jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous parlons, ils ont eu le temps de comploter avec la CIA et les services secrets français pour éliminer notamment Nkrumah, c'est-à-dire pour lui faire un coup d'État militaire qui a mis un terme à l'aventure du panafricanisme dans un seul pays, qui était le Ghana. Et de nos jours, il faut bien reconnaître que le Ghana renoue avec cet héritage grâce au président Nana Addo Akufo et aussi à l'ancien président Jerry Rawlings, qui joue un rôle très important, à la fille de l'ancien président Kwame Nkrumah, Samia Nkrumah, et à toute la jeunesse ghanéenne qui aujourd'hui souhaite, avec d'autres pays, notamment le Botswana, l'Éthiopie, etc., initier de nouveau le mouvement Back to Africa dont nous avions parlé tout à l'heure. Voilà un peu ce qu'on peut dégager à grands traits de cette histoire du panafricanisme que nous gagnerions à redécouvrir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'Afrique ne s'unit pas, elle va périr. Tous les indicateurs sont au rouge et prouvent que Kwame Nkrumah et les autres n'étaient pas seulement des hommes d'État qui défendaient des positions politiciennes, comme on l'a dit, mais c'était des visionnaires. Et Kwame Nkrumah avait dit que si on ne sort pas de la salle de l'African Hall avec un minimum de consensus autour des thèses qu'il a défendues, eh bien, les Africains de demain, en moins d'une décennie, vont nager dans un fleuve de larmes et de sang et de boue. Et je crois que c'est ce qui s'est passé au Congo, c'est ce qui se passe actuellement dans des pays comme le Mali, c'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays africains où il y a une guerre civile larvée, une guerre qui est entretenue par des puissances étrangères sous couvert de rébellion. Et tout cela n'augure pas d'un avenir radieux. En tout état de cause, la thèse de l'unité de l'Afrique, l'unité politique de l'Afrique, entrevue à travers le panafricanisme, reste plus que jamais d'actualité, comme l'a montré le professeur Obenga à Munich, lorsqu'il a dit que le moment était venu pour les Africains de lancer un vaste mouvement qui serait un mouvement politique du genre le Congrès panafricain, qui aurait des sections territoriales un peu partout. Et il est heureux donc que non seulement la conjonction des facteurs, ce qui se prépare au Ghana, mais aussi cette déclaration extrêmement importante du professeur Obenga en Allemagne, tout cela montre que nous devons lancer la rampe de lancement de la fusée des États-Unis d'Afrique. Et plus que jamais, nous devons familiariser les Africains, notamment les peuples, dans leur langue, avec l'histoire véritable du panafricanisme,
que Denis Oruno Lara nous a restitué avec force, détail et précision. Merci, Kovi. À titre personnel, quelle leçon majeure tirez-vous de votre lecture méthodique de l'ouvrage capital de Oruno Denis Lara, intitulé La naissance du panafricanisme? Je crois que la question... je vais conclure avec ça. Je crois que la question la plus importante de ce live, c'est la question des causes de l'échec du panafricanisme. L'échec relatif. Parce que comme nous l'avons vu, ce n'est pas l'échec de l'idéal panafricaniste, ce n'est pas l'échec du mouvement des peuples, le mouvement des peuples, c'est l'échec des élites africaines. Le panafricanisme des élites a échoué. Et le panafricanisme des élites a échoué pour 5 raisons principales. La première, c'est que les élites se sont fossilisées dans l'occidentalisation et dans ce que j'appellerais l'acculturation, l'aliénation. Et ont été coupées des peuples. Notamment, la question même des langues, la question de l'avenir des langues africaines n'a jamais été abordée dans le cadre des réunions du panafricanisme. C'est quand même extraordinaire parce que cette question-là est une question fondamentale. Et je me permets sur ce premier point parce qu'il est impossible de créer des États-Unis d'Afrique sur la base de langues étrangères. Ce serait un avortement linguistique. Donc, c'est ce que dit le professeur Obenga dans la conclusion de son ouvrage « Origine commune de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. Introduction à la linguistique historique africaine. » C'est-à-dire, si nous voulons tirer une leçon des échecs, eh bien, il faut faire un programme ou un projet d'unification linguistique de l'Afrique. Parce que la communication, le dialogue avec les peuples est la condition sine qua non du triomphe du panafricanisme. Donc, le professeur Obenga écrit ceci. Le dossier linguistique africain, intimement lié au dossier culturel panafricain, a toujours préoccupé les Africains conscients de leur avenir collectif. Wole Soyinka, au festival de Lagos en 1977, avait mis l'accent avec vigueur sur la nécessité de l'unité linguistique à l'échelle continentale. Il avait proposé le Swahili comme langue de communication interafricaine. Une telle prise de position de la part d'un homme de l'envergure de Soyinka avait fortement marqué les esprits des participants au Festac de Lagos. On se rappelle également que le problème des langues africaines avait fait l'objet de nombreux et fructueux débats au cours du colloque organisé par ce même Festac en 1977. D'importantes recommandations furent alors adoptées en séance plénière. 1. Enseigner les langues africaines de l'école maternelle à l'université. 2. Alphabétiser systématiquement les masses populaires dans les langues africaines, les leurs, afin de les intégrer au développement social, culturel et économique des États africains. 3. Entreprendre la formation professionnelle, scientifique, technique et technologique de l'Africain dans les langues africaines de culture et de grande communication. 4. Créer dans chaque État africain des centres de recherche sur les langues, les littératures orales et écrites, les arts. Partout, la nécessité est vivement ressentie, celle de considérer les langues africaines comme des outils de développement. Des spécialistes africains, Pathé Diagne, Abdoulaye Baldé de l'Université de Dakar, Nyon Samia Kondé, directeur de la direction de la formation permanente de l'action et de la recherche pédagogique du Togo, et tant d'autres ont régulièrement accordé des interviews de grande portée sur la revalorisation des langues nationales africaines. À Douala, du 2 au 14 juillet 1973, un séminaire décisif avait été organisé sur les langues africaines, facteurs de développement. Acte du séminaire édité par le collège Liberman
de Douala en 1974. Des intellectuels camerounais de haut niveau, sous la direction du professeur Henri Marcel Bot-Bandiok, abordèrent alors efficacement tous les aspects du problème soumis à leur réflexion. Langues africaines, véhicules de civilisation, transcription moderne des langues africaines, langue locale et développement de la nation, langues africaines et pensée scientifique, langues africaines et réflexion philosophique, manuel pour l'enseignement des langues africaines, élaboration d'atlas linguistiques africains. La conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique, organisée par l'UNESCO, avec la coopération de l'OUA à Accra du 27 octobre au 6 novembre 1975, rapport final Paris-UNESCO, avait considéré que les langues et traditions africaines constituaient des supports essentiels et vitaux de toute promotion éducative et culturelle en Afrique. Concrètement, de nombreux pays africains ont déjà ouvert la voie en Afrique noire en revalorisant et en développant les langues locales, enseignement, discours officiels, alphabétisation. Concrètement aussi, le professeur Cheikh Anta Diop a traduit dans sa langue maternelle le Wolof de longs textes couvrant les domaines de la théorie des ensembles, de la physique mathématique et théorique, de l'organisation de la matière au niveau subquantique et quantique, de la relativité restreinte et générale, ainsi que de la cosmologie relativiste, de l'algèbre tensorielle, de la chimie quantique. Des progrès considérables sont toujours enregistrés grâce aux nombreux centres de recherche qui existent maintenant en Afrique. L'avenir peut être ainsi envisagé avec quelque optimisme. Cette saisie contemporaine des Africains sur leur propre être social et culturel, sur leur histoire et leur langue native, qui tiennent toutes dans cette commun prédialectal, le négro-égyptien, c'est encore et toujours le travail de tout le peuple africain, désormais en marche. Donc, c'est le premier point. Panafricanisme et promotion des langues nationales africaines. Le deuxième point, c'est le panafricanisme et la promotion des sciences et de la technologie en Afrique. C'est justement l'objet de la grande conférence que nous donnerons le samedi 25 prochain, le samedi 25 mai à Hambourg, devant un parterre de spécialistes des sciences et des techniques. Donc, c'est très important de comprendre que les sciences, les techniques ne peuvent pas être diffusées dans le peuple sans les supports des langues africaines. Donc voilà donc pourquoi il y a un lien, une interaction entre ces deux résolutions. Or, nous notons que les différents congrès panafricains, les différentes rencontres, y compris la fameuse rencontre à Addis Abeba en 1963, n'ont pas abordé cette question-là de façon claire, n'ont pas abordé la question de la promotion des sciences et des techniques en Afrique de façon claire. Le troisième point, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Et pour cela, des idées sont apportées, bien sûr, par Kwame Nkrumah dans ces différentes publications, y compris dans L'Afrique noire doit s'unir. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que toutes les solutions sont esquissées dans l'ouvrage Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire de Cheikh Anta Diop. Cet ouvrage qui est également disponible ici, j'en ai déjà parlé suffisamment. Et donc, il faut absolument que les Africains actualisent ce plan d'industrialisation de l'Afrique noire. Il faut ajouter à cela le développement des nouvelles énergies non polluantes, les énergies non polluantes. Il faut également que les Africains comprennent que l'industrialisation ne concerne pas seulement l'industrie lourde. Il y a aussi les industries agroalimentaires, les coopératives solidaires panafricaines, comme une coopérative qui est extrêmement stimulante. C'est la coopérative Songhai au Bénin et qui actuellement est un peu exportée dans d'autres pays africains pour le bien des peuples africains. Il faut savoir aussi que l'économie ne se limite pas à la consommation des biens et à la transaction financière, commerciale, etc. L'économie, c'est aussi une culture, c'est aussi une vision, c'est aussi la maths. Et donc, il faut renouer avec la vision des grands économistes de l'Égypte antique, notamment le grand trésorier royal Maya, c'est-à-dire
l'économie communautaire, solidaire et circulaire. Donc, cette économie-là, au cœur du projet, il y a la maths. Donc, l'économie, ce n'est pas l'exploitation de la force de travail et la maximalisation du profit au détriment des travailleurs, c'est la redistribution équitable des biens de la production collective et oui, l'injection des ressources dans des projets sociaux, des projets économiques, des projets culturels, etc., qui permettent au peuple d'évoluer vers le bien-être collectif, vers le bonheur, ce qu'on appelle le développement humain, in fine. Enfin, il faut savoir que le panafricanisme, jusqu'ici, a toujours étudié le contenu socialiste ou marxiste ou communiste, hein, pour certains, et aussi libéral ou capitaliste pour d'autres. Mais il est temps qu'il y ait ce qu'on appelle un projet civilisationnel et un projet sociétal autoréférentiel axé sur la maths, le concept de la maths. Il faut un panafricanisme autoréférentiel. Il ne faut pas un panafricanisme qui soit tout simplement la reproduction des modèles de société de l'Occident qui sont en train de s'épuiser sous nos yeux. Il faut que l'Africain redonne vie au paradigme ancestral de la maths, mais tout en renouvelant les problématiques compte tenu des nouveaux défis, hein, qui nous sont lancés, les défis industriels, les défis écologiques, les défis de toutes sortes. Et puis, dernier point, l'avenir, selon toute vraisemblance, ça va être la maîtrise du numérique et de l'intelligence artificielle. Il faut que les Africains aient un plan de promotion du numérique et de l'intelligence artificielle afin de donner au continent toutes les chances pour pouvoir non seulement résoudre les problèmes sociaux qui se posent partout, mais aussi faire en sorte que les pratiques liées à l'éducation puissent maintenant se faire à partir du numérique, avec le cartable numérique de Agbeyenou et d'autres découvertes qui, chaque jour, font florès sur le continent africain. Voilà donc un plan ambitieux, un plan de travail qu'on pourrait peut-être commencer à ébaucher à partir d'une décennie, la prochaine décennie. Mais il y est, quand Kwame Nkrumah écrit par exemple dans son livre « Le socialisme est l'avenir du Ghana », je pense que c'est une manière tout simplement de reprendre des débats idéologiques de son temps. Mais il faut retourner à ce que nous avons appelé le Sematawi. Il faut retourner à l'inspiration première. Et c'est un peu ce que j'ai voulu, ce que j'ai développé partiellement dans la question numéro 5. Mais je crois que, s'agissant de la question numéro 5, j'ai déjà répondu. J'ai donné les noms des figures historiques, c'est-à-dire Sylvester Williams, Du Bois et Watters et les autres. J'ai même énuméré de façon précise tous les noms en détail. Par contre, s'agissant des objectifs poursuivis, ces objectifs ont été détaillés, mais ne correspondent pas aux objectifs assignés par les congrès suivants. Donc le congrès notamment de 1919, hein, parce que la question 5 ne concerne pas les congrès, ça concerne la conférence panafricaine, qu'il ne faut pas confondre avec les congrès. Le premier congrès date de 1919. Donc, jour pour jour, quasiment, aujourd'hui, nous fêtons le centenaire du premier congrès. Donc, ce qui était important, ce n'est pas tant la conférence panafricaine elle-même de 1900 que les congrès. Parce que les congrès permettent de confronter les idées, les visions, les pratiques et les stratégies. C'est ça. Et ces congrès-là, je les ai effectivement énumérés à travers le résumé qu'en a fait Kwame Nkrumah lui-même. Mais il est un point quand même sur lequel je voudrais terminer, c'est le rôle des Rastafari. Les Rastafari. Parce que il y a le prédicateur des Rastafari, Leonard Owen, qui a interprété à sa manière, si je puis m'exprimer ainsi, l'œuvre de Marcus Garvey. Et
en fait, c'était un spécialiste de la Bible hébraïque. Donc, pour lui, le passage biblique le plus souvent cité, c'est le livre d'Isaïe. Donc, c'est la notion d'exode. Et il s'agit d'identifier les Noirs aux enfants d'Israël, opprimés, et ces enfants vont amorcer leur retour à Sion. Sion. Donc c'est le sionisme, n'est-ce pas? Et pour Howell, c'est ce retour qu'annonce Garvey. Mais Howell dit que Garvey est le prophète qu'annonce la Bible hébraïque. Et que Garvey lui-même a annoncé l'arrivée d'un roi qui serait un descendant direct de Salomon. Donc, il y a un texte ambigu éthiopien qu'on appelle Kebranagast, c'est-à-dire la chronique des rois, sur lequel on s'appuie pour justifier une telle prophétie. Bon, parce que l'attente des Rastas, c'est basé sur cette prophétie, la réalisation de cette prophétie. Donc, le premier Rastafari, c'est Leonard Howell. Ce n'est pas Garvey. Je dirais même que c'est par un malentendu qu'il cite Garvey. Donc, entre 1943 et 1949, 35 lettres, pour la plupart manuscrites, plaidant la cause du retour, sont adressées aux autorités compétentes. Le vocabulaire utilisé, mystique et nationaliste, fait référence à notre Dieu glorieux, roi Rastafari, Dieu et roi des Noirs, qui est ici et qui est le roi de la gloire, à notre gouvernement noir, roi et empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, pouvoir de la Trinité, le roi des rois. Donc, on voit bien que l'identification à l'Éthiopie part du principe que Haïlé Sélassié serait un descendant de, effectivement, Salomon et de la reine de Saba. Descendant lointain, certes. Mais Ezana sera le premier souverain d'Abyssinie qui soit donc, qui ait un lien de filiation direct entre l'Éthiopie et Salomon. Donc, toutes ces conquêtes vont aboutir en 1937 à New York, grâce à l'Éthiopien Melakou Beyen et sur l'ordre de l'empereur Haïlé Sélassié lui-même, alors exilé en Angleterre, à la création de l'Ethiopian World Federation, Fédération mondiale éthiopienne. Et la mission, c'est de centraliser le soutien moral et financier offert à l'Éthiopie par les Noirs de la diaspora américaine et caribéenne pendant la guerre italo-éthiopienne. À partir de 1955, Maine Richardson, soprano, se rend en Jamaïque pour annoncer que des terres étaient désormais disponibles en Éthiopie pour les membres de l'Ethiopian World Federation qui souhaitent rentrer en Afrique. Donc, Back to Africa, c'est un peu Back to Ethiopia, en fait. Donc, ce mouvement va se poursuivre jusqu'à ce que, en mars 1958, un Rasta du nom de Prince Emmanuel Charles Edwards appela à la tenue d'un grand congrès appelé Convention des Jamaïcains qui souhaitent retourner en Éthiopie. Il s'était déjà fait remarquer auprès des autorités coloniales 10 ans avant, en écrivant au secrétariat colonial pour demander assistance en vue du retour des Jamaïcains en Afrique. Donc, il y a en 1959 un autre personnage éminent qui s'appelle Claudius Henry, qui lui va maintenant, puisqu'il a effectué un retour d'un séjour de 13 ans aux États-Unis, il va essayer de s'associer au mouvement de la Fédération mondiale éthiopienne pour fonder une église. Cette église s'appelle The Seventh Emmanuel Bethlehem, c'est-à-dire renommée African Reform Church. Il se fit appeler le prophète réparateur des brèches qu'annonce Ésaïe, et il écrit ceci: aucun passeport ne sera nécessaire pour ceux qui rentrent
à la maison en Afrique et en particulier en Éthiopie. Prenez ce certificat avec vous le 1er août pour identification et ensuite vous effectuerez gratuitement le retour vers la terre de vos ancêtres. Donc, un autre prédicateur, c'est le dernier, Mortimer Plano, lui, il va intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle African Opinion, où il attaque le gouvernement jamaïcain, qui est un gouvernement esclavagiste, britannique blanc, et il accuse de ne pas reconnaître la Déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948 en s'appuyant sur les articles 3, 5, 6 et 7 pour démontrer que les persécutions dont les Rastafari étaient l'objet en Jamaïque doivent prendre fin. Parlant au nom d'une fédération des cultes appelée United African Movement Church, il déclara ceci, je cite, « Nous avons décidé de marquer ce jour, le 10 décembre, d'une pierre blanche pour réclamer notre nationalité éthiopienne ou africaine en accord avec la Charte des Nations Unies. Nous avons tous les droits de demander notre nationalité éthiopienne à notre roi tout-puissant, l'empereur Haïlé Sélassié, pour rentrer enfin sur la terre de nos ancêtres et permettre l'unité du continent de nos ancêtres. » Voilà un peu la contribution du mouvement Rastafari qui reste jusqu'à présent déterminante, n'est-ce pas? Et c'est le lieu pour moi de dire toute ma tristesse et ma compassion à la suite de l'incendie apparemment criminel qui a frappé les locaux de la famille Dja, établie à Ouida depuis plusieurs années et qui a effectué un travail extraordinaire. C'est au nom de cet idéal du retour sur la terre des ancêtres porté par le mouvement Rastafari, un des mouvements les plus nobles, les plus puissants et les plus sains qui a émergé dans le cadre du panafricanisme que, effectivement, la famille Dja a décidé de rentrer sur la terre des ancêtres pour effectuer sa mission. Et je ne peux que saluer tous les membres de cette famille, et notamment notre sœur qui vit ici en France, qui est la fille même du couple, à savoir Dja, notre sœur Dja, à laquelle je redis ma solidarité et ma compassion. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vivre libre ou mourir, nous vaincrons. Hotep! Hotep, merci Kovi, merci à vous de nous avoir suivis dans cette deuxième partie à laquelle nous avons recouru pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce live qui nous a permis de traiter du livre de Orono Denis Lara dont le titre est La naissance du panafricanisme et les racines caraïbes, américaines, africaines et africaines du mouvement au 19e siècle. Alors, Kovi, le dimanche, plutôt le samedi, il y a donc cette conférence en Allemagne. Comment cela se présente? Oui, mais j'ai fait un live dans lequel j'ai présenté les grandes lignes de cette conférence. Je demande donc aux internautes de se reporter à ce live. Je crois que nous pouvons lancer depuis notre maison commune, ta mairie, Semataoui, la librairie, un appel à tous les Africains, tous les Afro-descendants qui se trouvent sur le territoire de l'Allemagne, de prendre toutes leurs dispositions pour converger vers le lieu de la conférence, afin que nous puissions aussi partager avec eux tout ce que nous avons engrangé. Et depuis maintenant 21 séances de live ici à ta mairie. Et je dis aussi que l'occasion faisant le larron, mon frère de combat Narmer sera à mes côtés et qu'il viendra aussi avec tous les livres qui peuvent peut-être aussi vous apporter l'éclairage nécessaire, parce que les lives sont longs, de l'ordre de 4 heures, mais ne sont pas exhaustifs. Seule la lecture de chacun d'entre nous pourra permettre de lever les zones d'ombre et les ambiguïtés qui subsistent, malgré cette tentative que nous faisons de vous apporter un éclairage. Donc, je pense que les rencontres comme celle de l'Allemagne seront une occasion pour nous
de mettre en relation ceux qui vivent ici en France avec ceux qui sont de l'autre côté du Rhin, mais aussi l'Afrique. L'Afrique, la Caraïbe, parce que beaucoup de messages de soutien et de félicitations nous parviennent de Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti, de partout. Donc, c'est bien la preuve que ces lives intéressent aussi nos frères de la Caraïbe, le frère des États-Unis aussi, qui n'arrêtent pas de réagir. Donc, c'est peut-être le début d'une tournée de Narmer et de moi-même qui va nous emmener peut-être bientôt, parce que nous avons aussi de bonnes surprises à vous annoncer, de futures éditions d'ouvrages que nous annoncerons en temps utile. Donc, je pense que c'est un bouillonnement intellectuel, une volonté de donner tout ce qui est important pour l'Africain dans le cadre de ce que j'ai appelé la bibliographie fondamentale. Et d'autres ouvrages sont là, notamment d'un auteur qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà vu, c'est l'histoire des révoltes panafricaines. Et justement, j'en ai parlé rapidement en esquissant quelques contours de quelques révolutions célèbres, mais cela ne vous dispense pas d'acquérir de tels ouvrages. Il y a aussi la géopolitique africaine, les Afro-Américains, les États-Unis et l'Afrique, parce que toute cette présence des Noirs aux États-Unis, des Africains aux États-Unis, ça fait partie aussi des éléments d'une stratégie qui permettra plus tard au panafricanisme de triompher. Parce que ces Noirs sont dans la Chambre des représentants, sont au Sénat, sont un peu partout. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il existe des contre-pouvoirs, il existe l'Association internationale des Afro-descendants d'Amérique et de la Caraïbe, il existe beaucoup d'organisations et les panafricanistes gagneraient beaucoup à se rapprocher de toutes ces associations qui ont une certaine expertise et un savoir-faire indéniable. Hotep. Hotep, voilà, merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir suivis. Ce live vous a été proposé depuis Taméry, librairie Camille panafricaine, située au 19 rue du Chalet, 75 010 Paris, métro Belleville. Nous sommes joignables au téléphone 06 10 82 29 18. Vous pouvez nous contacter par mail à tamery75@aol.com. Ces lives vous sont proposés sur Tamery Sematawi ainsi que sur le compte YouTube Tamery Sematawi Mahat. Nous avons aussi la page sur laquelle vous pouvez vous enregistrer pour être informé et tenu au courant de notre programmation. Il s'agit de la page Facebook Tamery Sematawi Djewuti. Nous vous remercions et rendez-vous probablement dans 48 heures pour le live qui sera anticipé en raison de notre déplacement en Allemagne qui se déroule vendredi. Merci. Matondo, Hotep, Asante et bonne soirée à tout le monde. Merci. Hotep.